Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Vice Versa, cette émission consacrée au décryptage de l'actualité africaine et internationale. Et pour ce numéro, nous allons parler donc du tête-à-tête entre Poutine et le président tchadien Mahamat Déby Itno. Et puis après, en Afrique, nous discuterons autour de la sortie définitive de Ousmane Sonko et de Karim Ouad dans le cadre de la présidentielle dans quelques semaines. Et au Niger, nous parlerons de la rencontre avortée entre les autorités du Niger et celle de la CEDEAO au Bénin. La rencontre entre le président Patrice Talon et les démocrates sera également passée au pays fin. Et si le temps nous le permettait, justement, nous allons opiner également sur la restructuration dans le rang des forces de sécurité et de défense. Et pour faire le débat, j'ai en studio ici avec moi Delphin Gagana. Delphin, bonjour. Bonjour M. Abalo, bonjour à toutes et à tous. Alors, juste à côté de vous, Eman Pafé Niambossou. Eman, bonjour. Bonjour Axel, bonjour à tout le plateau. Et puis en face de vous, j'ai Colès Yann. Colès, bonjour. Bonjour Axel, bonjour le plateau. Alors, tout de suite, c'est Newsroom. Nous allons faire un tour à la régie et puis revenir. C'est parti donc pour 35 minutes de débat autour donc de cette émission. Tout de suite, je vais commencer par vous, Colès Yann. Poutine a reçu en audience le chef de l'État tchadien, je vais nommer donc Mahamat Déby Itno. Oui, ça traduit la volonté de la Russie, de mon point de vue, d'élargir son précaré en Afrique. On sait que voilà, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, dans une certaine mesure, sont aujourd'hui considérés comme des États proches de la Russie. Il y a l'équation tchadienne à résoudre. Le Tchad, curieusement aussi, est le fruit d'un coup d'État, un coup d'État qui n'a pas particulièrement été condamné par la communauté internationale comme ce qu'on a vu dans un autre pays. Et donc un pays qui se trouve aujourd'hui, on va presque dire, entre la lisière, qui se trouve sur la lisière entre la France et la Russie. Est-ce que le Tchad est vraiment un pays soutenu par la France ? Les autorités tchadiennes s'en défendent parce qu'il y a la population qui n'apprécie pas cette lecture de la situation. Est-ce que le Tchad essaie justement de démontrer une certaine autonomie, une certaine indépendance vis-à-vis de la France en acceptant cette démarche du président russe de venir en Russie? Je crois que c'est comme ça qu'il faut lire ce qui se passe dans la perspective des élections présidentielles qui arrivent. Donc on a de la part des autorités de N'Djamena une volonté de s'émanciper vis-à-vis de la France. Alors, Delphin Gagana. Oui, Idriss Déby, candidat aux élections qui seront organisées dans son pays d'ici à là. Et si Idriss va vers Poutine, est-ce pour dire, ok, il veut du soutien ou s'il est en mission, en propre mission, ou s'il est en mission commandée? Parce que, oui, les 8-10 faisaient état de ce que la France passe peut-être par des détours pour vouloir travailler avec la Russie, en tout cas en direction des pays qui sont, en tout cas, les pays qu'on connaît, c'est-à-dire Burkina, Mali et les pays du Sahel. Du Sahel, voilà, du Sahel. Mais la position du Tchad, qui tantôt n'est pas tellement trop claire, simplement pourquoi? Parce que, oui, ce qui s'était passé au Tchad, c'est pratiquement la même chose, seulement qu'il y a un peu de différence et que l'autre, c'est parce que son papa a décidé qu'il est venu au pouvoir, mais au pouvoir aussi pratiquement par coup d'État, comme on peut dire, coup d'État institutionnel ou bien coup d'État constitutionnel. Bon. Donc du coup, mais ce n'est pas coup d'État comme les autres ont fait pour et puis sont venus. Donc c'est quand même un truc qu'on devrait aussi dénoncer, mais bon, qui a été dénoncé par certains, mais qui n'a pas été dénoncé par d'autres. Donc du coup, le Tchad se trouve toujours un tout petit peu, parce qu'on va dire, c'est par rapport au Tchad qu'on dit la France fait 2 poids, 2 mesures. Donc du coup, bon, la position de Idriss, est-ce qu'il est pour la France? Est-ce qu'il est pour la Russie? Parce que sa position stratégique, vous allez voir que le repli de la force, de certaines forces françaises, c'est au niveau du Tchad que ça se trouve aujourd'hui. Donc, est-ce que Tchad est l'ennemi de ceux qui sont en difficulté ou Tchad est l'ami de ceux qui sont en difficulté? Donc, si le président tchadien ça reste un peu flou. Et si le président tchadien est allé vers le gros bras qui protège les autres, on attend de voir ce qui va... à quoi ça peut retourner. Eman Pafé sous votre appréciation, votre lecture sur oui, il faut d'abord faire remarquer que c'est la Russie qui est à l'initiative de cette rencontre-là, qui a demandé à voir le président tchadien, parce que justement, c'est ce qu'on nous dit dans le communiqué, mais il faut également lire à travers cette visite-là officielle, cette audience officielle-là, une volonté de Idriss Déby
de montrer à l'opposition dans son pays qu'il n'est pas au solde, pardon, qu'il n'est pas à la solde de la France. Laquelle France l'a d'ailleurs un peu légitimé, parce qu'on s'attendait un peu, comme l'a dit Collins, à ce que au lendemain de ce départ précipité de son papa, qui ait cette farouche opposition à ce qu'il s'installe, qu'on puisse condamner. Mais bon, on a dit, bon voilà, le fils a pris le pouvoir, on allait le consacrer, président de la transition. Une transition qui était censée durer 18 mois, qui a été prolongée, donc on attend la fin de cette année pour qu'il organise des élections présidentielles dans son pays. Déjà qu'il essaie de faire un certain rapprochement avec l'ancien homme fort de l'opposition, Masra, succès Masra, qu'il a d'ailleurs fait Premier ministre aujourd'hui. Et donc je pense que le jeune, il fait l'effort quand même de créer une certaine cohésion, de créer un certain rapprochement au niveau de son pouvoir. Maintenant qu'il va en Russie, c'est pour montrer à ceux qui lui collent un peu des étiquettes d'un pays qui n'est pas souverain, d'un pays qui ne décide pas de son sort, et donc qui est à la sorte de la France, il essaie de leur montrer que non, on est en mesure d'aller voir un pays qui est en froid avec la France, donc la Russie, puisque n'oubliez pas que sur le front ukrainien, la Russie aujourd'hui est un peu isolée parce que attaquant l'Ukraine et tout, contre les États de l'Union européenne et tout. Donc aujourd'hui quand même, ça montre quand même une certaine... Il a d'ailleurs dit qu'il est allé voir le président Poutine en tant que pays souverain et que la Russie c'est un pays frère. Alors si un jeune comme ça vient tenir ses propos, c'est pour dire attention, ne pensez pas que je suis dans les poches du président Macron. Le Tchad est un État souverain, un État autonome et peut entreprendre des relations avec lequel des pays il veut. Je pense que c'est cette lecture que je fais. Oui, Collins, oui, je trouve même que c'est déjà très symptomatique cette façon de parler d'une visite d'un chef d'État à un autre. Ça traduit une certaine crispation, ça traduit une certaine tension. En temps normal, un président n'a pas demandé l'avis de qui que ce soit pour aller nouer des relations internationales avec qui il veut. On en vient aujourd'hui à une situation où, aujourd'hui, le fait de voir un président d'une nation X avec le président d'une nation Y interroge. C'est dire à quel point la guerre froide est de retour, c'est dire à quel point la bipolarisation du monde est en train de tendre les relations entre les pays. Et dans le cas particulier du Tchad, voilà un pays qui se retrouve pris vraiment en étau entre la France et la Russie. Parce que l'autre aspect qu'on ne devrait pas oublier, c'est qu'on a le Niger, pays voisin, c'est qu'on a la République centrafricaine, pays voisin, qui sont, on va aujourd'hui dire, des pays alliés de la Russie. Et le Tchad ne peut pas ignorer qu'il a dans son voisinage les bases russes. Et donc, raison pour laquelle il a intérêt à nouer de bonnes relations avec quiconque. Moi, je pense que ça ne devrait pas, normalement, faire débat que le Tchad veuille discuter avec Singapour, que le Tchad veuille discuter avec Taïwan, que le Tchad veuille discuter avec la Chine. Le fait de discuter avec un pays ne devrait pas remettre en cause la nature de ses relations avec un autre. La belle preuve, le Tchad a beau être en Russie aujourd'hui, mais la base française se trouve au Tchad. Oui, mais en fait, l'idéal, un peu comme le problème de Collins, c'est que un pays quelconque puisse nouer des relations avec lequel des pays du monde il veut. Mais il se fait que la norme ici, la norme entendue ou prescrite depuis des années, depuis des siècles, c'est qu'avant d'aller nouer des relations, surtout militaires, il faut forcément avec une autre puissance, il faut une certaine autorisation. Et c'est d'ailleurs ça qui, vous rappelez, au temps fort du renouveau démocratique ici, quand il s'efforce au gros, s'est permis de certaines envolées à aller voir les États-Unis et tout, on lui a dit mais niet, arrête-toi parce que ici c'est d'abord la France qui est votre nation mère. Et donc je pense que ça partit un peu de l'effort d'État africain quand même, de pouvoir quitter un peu le carcan, de pouvoir quitter cette phagocytose là de la France et de pouvoir s'épanouir. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, la Russie c'est une puissance militaire. Parce que tenir cette guerre là, devant tout ce qu'il y a comme puissance derrière l'Ukraine, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique qui fournissent chaque jour des drones, qui fournissent des matériels. Je pense que la Russie aujourd'hui se présente aujourd'hui comme étant un allié avec lequel il faut compter. Et tous les pays, le Niger, le Burkina Faso, il n'y a pas ce chef d'État qui ne veut pas aujourd'hui se rapprocher de la Russie parce que, estimant que oui, l'autre nous tend la main et essaie de nous contenir, essaie de guider nos pas. Mais avec celui-ci, on espère un peu une certaine liberté. Donc je pense que oui, les chefs d'État africains ont intérêt à saisir un peu tout ce qu'il y a comme branche pour que les Africains se sentent désormais État libre, État souverain et ne soient pas à la solde d'une certaine puissance qui ne dit pas son nom. Oui, Delphin?
Oui, cette suprématie ou cette affaire de partenariat tellement trop poussée, il faut qu'on quitte parce que déjà, enfant à 5 ans, ou quand on vous donne 100 francs, vous ne remettez plus à votre parent. Quand on vous donne quelque chose, ce n'est plus à votre parent, vous donnez pour garder. Mais quand vous n'avez pas 5 ans, c'est que quand on vous donne, c'est que c'est le parent qui prend directement. Mais à 5 ans, vous refusez de donner. Donc à 25 ans, vous ne pouvez pas continuer à laisser vos parents décider à votre place parce que si vos parents doivent décider tout de votre place, c'est que vous ne ferez rien. Donc il faut que les pays africains arrivent à sortir de ce carcan, à se libérer de... Et vous voyez, Idriss Déby s'est habillé du blanc de la tête jusqu'en bas, et même le bas est encore blanc. Est-ce que c'est pour montrer ça, c'est-à-dire sa sainteté, ou pour montrer qu'il est blanc, qu'il est neige, et s'il est vraiment blanc, comme là ici, c'est ici. La semelle est quand même noire. Oui, mais il faut quand même reconnaître que si on en arrive à ce genre de situation, ça rappelle un peu comment Idriss Déby se retrouve là. Il faut qu'on apprenne à prendre le pouvoir par les voies normales, c'est les unes. Quand ce n'est pas les unes, c'est un coup de force. Et quand c'est un coup de force, on est obligé de faire ce genre de gymnastique. Et ce qui est certain aussi pour les États africains, c'est quand même, il y a certains éléments qui vous créent une certaine autonomie, qui montrent que vous êtes des États souverains. Jusque-là, on continue d'utiliser le franc CFA. Jusque-là, c'est les seuls pays qui ont réussi à sortir du carcan de la France et de dire que nous avons désormais une deuxième langue officielle, une troisième langue officielle et tout. Je pense que si les pays africains, tant que nous serons tenus par ces différents éléments, je pense que le départ n'est pas si proche, n'est pas pour demain. D'accord, merci à chacun de vous. Nous allons en même temps revenir en Afrique. Nous allons parler donc, nous irons directement à Dakar au Sénégal pour parler donc de la sortie définitive des listes de la présidentielle prochaine. Ousmane Sonko et Karim Wade ne seront plus candidats, malheureusement ou heureusement. Je vais commencer par vous, Delphin. Malheureusement et heureusement. Malheureusement pour eux et heureusement pour ceux qui sont autorisés à y aller, parce que si les autres partaient, c'est sûr, ils vont déranger peut-être l'intérêt des autres. Donc du coup, eux, ils ne sont pas partis. Ça veut dire que l'électorat reviendra à ceux qui sont autorisés à y aller. Mais le vrai problème est que, on l'avait déjà évoqué sur ce plateau, pour dire la sortie de surtout Sonko était prévisible et qu'on le faisait tout doucement, histoire de le sortir pour que qu'il n'y ait pas soulèvement, qu'il n'y ait pas autre chose. C'est sûr que tôt ou tard, il y en aura, on ne sait pas pour le moment, je n'en ai pas encore eu vent de ça, mais c'est que c'est une façon de... Mais ce qui est certain, au lendemain de la publication de la Cour constitutionnelle par des listes, de la liste des 20 candidats retenus, il y a eu quelques contestations, mais bon, très tôt, je crois que ça a été maîtrisé. Mais il est vrai qu'il y a un problème général parce qu'il y a, je crois, il y a près de 20 candidats qui avaient interpellé leur corps constitutionnel pour dire mais quelle est la liste qu'ils avaient utilisée pour le parrainage parce que tout le monde n'était pas d'accord sur comment on appelle les études. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a quand même une solution qui est trouvée. Mais aujourd'hui, est-ce que Sonko ne va se calmer? Est-ce que Sonko va se dire ok, je laisse tout et puis je reviens? Est-ce que Sonko aujourd'hui a encore une marge de manœuvre? Ah, c'est bien possible parce qu'il a ses soutiens, il a ses lieutenants sur le terrain. Et que bon, mais s'il veut aller aujourd'hui contre la décision, c'est que ce serait plus. Est-ce que c'est contre le gouvernement? Est-ce que c'est contre le Conseil constitutionnel? Est-ce que c'est contre qui? Donc, du coup, oui, est-ce qu'il faut continuer à tenir ce bras de fer, histoire de tout perdre? Bon, je pense qu'il a intérêt, mais c'est pour Karim Wade que là, ça, c'est ce qu'on appelle la politique politicienne ou la vraie politique a eu raison de Wade parce que vous avez vu ça à la dernière minute, ce qu'on a évoqué, sa double nationalité où il n'avait pas renoncé à temps et que la France a fait sortir un communiqué. On a trouvé que ce communiqué a été sorti bien après sa déclaration. Donc, du coup, bon, je pense que... Alors, Collins, Wade n'est plus dans le jeu, Sonko également n'est plus dans le jeu. Est-ce que c'est une manière au président actuel Macky Sall d'assurer ses arrières? Et c'est pardon. Et c'est triste, particulièrement triste parce que je ne suis pas pro-Sonko, je ne suis pas anti-Sonko. Sonko, ce n'est pas mon souci particulier, mais voyez-vous, réussir à instaurer cette tendance selon laquelle les élections en Afrique ne se décident pas forcément par le corps électoral, mais par les grandes instances qui nous dirigent. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle particulièrement. Vous voyez, aux États-Unis, parce qu'on aime prendre ces exemples, Donald Trump a beau être interdit d'élection dans tel État des États-Unis,
il sera candidat aux élections. En France, quand Marine Le Pen, il est avéré que Marine Le Pen a des difficultés à réunir le nombre de parrains nécessaires pour le bien de la démocratie, même les adversaires politiques venaient à sa rescousse. Il faut qu'on en arrive à une situation où on ne donne plus le sentiment que les élections, ce n'est pas aux électeurs, ce n'est pas aux concitoyens de voter. Parce qu'aujourd'hui, à quel Sénégalais on veut faire croire désormais que c'est à lui que revient le choix du prochain président de la République? Quand déjà, on ne laisse pas aux Sénégalais le droit de décider entre toutes les candidatures possibles, quand on est capable, pour une question prétendue de diffamation, d'écarter un candidat de la carrure de Sonko, Karim Wade, pour moi, c'est un épiphénomène, c'est presque subsidiaire. Mais quand je reste à Sonko, quand je reste à la façon dont tout s'est passé, et que je résume, le président sortant a pris sur lui de choisir qui peut être élu par les Sénégalais, qui peut ne pas être élu par les Sénégalais. C'est une triste image de mon point de vue. Il faut qu'on en arrive à dépasser cette situation d'élection d'exclusion. Parce que c'est ce qu'il faut retenir. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse et pour le petit fait divers, le Sénégal est aujourd'hui engagé dans la Coupe d'Afrique des Nations. Il fait des beaux résultats. Ça peut faire penser que l'opinion publique est plus préoccupée par le parcours du Sénégal à la CAN 2024. Est-ce que je vais aller jusqu'à souhaiter que le Sénégal soit éliminé prématurément de la CAN pour que l'opinion publique sénégalaise prenne en compte véritablement son destin et ne se laisse pas distraire par cet événement footballistique? Je suis presque tenté d'aller jusqu'à cette solution. C'est quand même aussi une bonne nouvelle quand même. Le Sénégal fait des prouesses. Oui, le Sénégal fait des prouesses, mais on a constaté, si vous suivez très bien parfois l'actualité de la compétition, c'est que quand il y a Coupe d'Afrique, le prix du pain peut augmenter dans votre pays, vous n'êtes pas au courant. Le prix du gaz peut augmenter, vous n'êtes pas au courant parce que vous êtes emporté par l'euphorie de la Coupe d'Afrique. C'est un peu ce qui va se passer au Sénégal. On peut aujourd'hui décider de ce que voilà, le fils de Macky Sall est président. Les gens vont jubiler parce que le Sénégal a gagné en Coupe d'Afrique. Alors, Eman Pafé-Adembossou, votre appréciation sur ce... Oui, Sonko exclu, Wade également, Karim Wade également exclu. Je pense que le fait est là, il faut le constater. Collins fait bien de se désoler de la manière dont les deux ont été évincés de la course au pouvoir. C'est vrai aujourd'hui que Sonko, il est tranquille là-bas dans la maison d'arrêt. Quant à Wade, Karim, lui, parce qu'il aurait fait une déclaration sur l'honneur un peu contestée, parce qu'il dit n'avoir que la nationalité sénégalaise, alors même qu'on a après découvert qu'il avait la nationalité française. C'est vrai que ça pose un autre problème. Le problème de ces chefs d'État, effectivement, de ces leaders politiques, qui veulent être chef d'État chez eux, mais qui en même temps ont une autre nationalité qu'ils pourraient brandir à tout moment. Est-ce que ça garantit une certaine stabilité dans le pays? Parce que justement, si jamais quelque chose se passait de grave, une crise survenait dans le pays, il a tout fait de rapidement brandir sa nationalité française de parti. Sur ce plan, je pense que, bon, pour Wade, Karim Wade, on peut en parler après si vous permettez, mais pour Sonko, oui, tout affaire de diffamation qui le conduit en prison, c'est vraiment désolant. Mais là, ce qu'il faut souhaiter aujourd'hui, c'est que les Sénégalais, qu'ils soient du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, puissent s'unir derrière les candidats de l'opposition qui sont retenus parmi les 20. Que les leaders politiques qui ne participent pas aux élections... Nous sommes en Afrique. Et c'est ça justement. Cette union-là peut... C'est pourquoi je dis, c'est ce qu'on attend aujourd'hui de ces leaders politiques sénégalais. Parce que justement, à part le candidat, il y a un ou deux candidats qui sont de la mouvance, mais tout le reste est supposé être de l'opposition ou neutre. C'est qu'ils puissent s'unir derrière le candidat même, de pouvoir tenir tête à celui du pouvoir. Comme ça permet de dire à Macky Sall, attention, tu as voulu nous diriger autrement, mais nous, on est prêt, on est derrière. Parce que justement, c'est ces mêmes populations qui aujourd'hui se disent, oui, nous ne voulons pas d'une reconduction du pouvoir, nous ne voulons pas que Sall s'éternise au pouvoir en mettant quelqu'un d'autre à sa place, nous voulons d'une autre personne. C'est ces mêmes populations qui après vont peut-être voter et voter massivement pour le candidat du pouvoir. Je pense qu'il faut quand même une certaine éducation à la citoyenne, au militantisme chez nos frères africains, en fait, chez tout ce qu'il y a comme électeurs en Afrique, pour qu'on puisse montrer à ces leaders politiques-là qu'ils n'ont pas décidé en nos lieux et place. Alors, Delphin, vous pensez que ce compte-pied ça pourra marcher, effectivement? C'est-à-dire c'est-à-dire que l'opposition qui va prendre peut-être le compte-pied, le président ayant donc écarté les deux candidats donc, de l'opposition qui va s'entendre sur un minimum et puis voilà, affronter donc les deux ou trois candidats de la mouvance présidentielle. Oui, c'est possible et c'est difficile parce que est-ce que nous avons l'habitude de nous entendre sur le minimum à tout moment? Parce que si on s'entendait sur le minimum, vous n'allez pas voir. Regardez, on avait dit qu'il y avait
c'est pas 92, mais en tout cas près d'une centaine. Près d'une centaine de candidatures, mais finalement c'est 20 qu'on a retenu. Mais si c'est 20, est-ce que, un peu comme ce qui s'était passé, je crois, en RDC, où certains se sont ralliés à Moïse, est-ce qu'on va en arriver à ce niveau? Et même si on en arrive, vous savez, oui, quelqu'un parlait des États-Unis, c'est seulement aux États-Unis que celui qui est au pouvoir organise les élections échoue, et c'est lui qui crie aux fraudes, c'est lui qui change tout, mais qui arrive à perdre. Est-ce que, oui, c'est pareil aussi dans d'autres pays, parce que c'est vrai que nous on a organisé ici. Et que, il s'est passé ici, on l'a organisé ici, et puis celui qui est au pouvoir a un candidat, mais qui n'a pas pu tirer son épingle du jeu. Bon, donc c'est peut-être. Avant lui, on a organisé également celui qui est au pouvoir. Il a perdu. Voilà. Mais il faut quand même mettre en parenthèse cette rencontre qu'il y a eu entre Macky Sall et les candidats recalés. Est-ce que c'est une manière de montrer à la communauté internationale qu'on n'est mêlé ni de près ni de loin à leur exclusion? Est-ce une manière de dire je travaille et on nous annonce également que la Cour suprême ou quelque chose a ordonné une commission une mission d'enquête pour pouvoir voir ce qui se passe. Donc je pense que dans tous les cas, pour ma part, l'opposition sénégalaise aujourd'hui, pour le Sénégal, pour avoir été cet AOF-là, le représentant de l'AOF en Afrique, devrait pouvoir nous montrer que nous avons des raisons de croire que le Sénégal reste le Sénégal, l'état de la Renaissance, pour rappeler cette statue de la Renaissance qui a été inaugurée par plus de 10 chefs d'État africains. Merci à chacun de vous. Oui, mais très rapidement, c'est quand même se couvrir de ridicule que de dire aujourd'hui que Karim Wade, fils de l'ancien président sénégalais, n'est pas sénégalais. Vous voyez, on a par exemple vu des épisodes, désolé de revenir encore à la France, où Manuel Valls, premier ministre français, qui n'a pas pu se présenter aux élections, a traversé la voie pour se retrouver en Espagne pour être candidat aux élections. Et donc, il ne s'est posé aucune question autre que celle de laisser trancher par les électeurs. Il faut qu'on en arrive à penser que les électeurs sont aujourd'hui assez mûrs pour comprendre que Valls ne peut pas se moquer des gens, ou pour comprendre que Karim Wade est sénégalais ou pas sénégalais. Je veux dire, il faut qu'on arrête de prendre les lois qui défient la logique. On ne peut pas aujourd'hui se cacher derrière une loi pour nous dire que... J'aime bien ce que Police dit, mais si les thèses de la République disent que pour être président de la République, il ne faut être que de nationalité du pays en question. Et il faut donc interroger cette logique-là. Est-ce que cette logique-là, par exemple, pour l'appliquer à Karim Wade, comment est-ce qu'on explique au peuple sénégalais que le fils de son président n'est pas sénégalais? Non, a une double nationalité. On n'a pas dit. Il fallait renoncer à ça. Karim Wade sait quand même que c'est interdit. On n'a pas dit qu'il n'est pas sénégalais. Il n'a jamais dit qu'il n'est pas sénégalais. La preuve, on lui a permis d'avoir toutes les pièces qu'il faut pour déposer son dossier. Maintenant, il se fait qu'il justifie d'une autre nationalité. Et si les thèses du Sénégal disent niet, on s'en tire à cela. C'est plutôt le leader politique, à mon sens, d'être un peu sérieux. Non, c'est à nous d'arrêter de nous mentir entre nous, parce qu'on va aujourd'hui la double nationalité. Merci à chacun de vous. Merci à chacun de vous. De toutes les façons, les deux sont déjà out. La course va continuer. Nous allons prendre donc à présent la direction du Niamey. Nous parlerons donc de la rencontre avortée entre la commission du CEDEAO qui devrait donc rencontrer hier les autorités du Niger. Je vais commencer par vous, collègues. Oui, la situation est particulièrement préoccupante. Au début, on a eu l'impression que le Bénin avait dépêché son ministre des Affaires étrangères au Niger, ce qui n'est pas exactement le cas. C'est ce qui a été annoncé plus tôt. Voilà, c'est la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui a constitué une délégation dans laquelle se retrouve le ministre des Affaires étrangères du Bénin. Donc, ce qui se passe, ce n'est plus une question entre le Niger et le Bénin, c'est une question entre le Niger et une délégation de la CEDEAO. C'est comme ça qu'il faut lire les incidents particulièrement préoccupants qui se sont déroulés, c'est-à-dire l'accueil qui a été réservé à cette délégation de la CEDEAO. Ça pose un réel problème. Aujourd'hui, le Niger peut avancer ou se cacher derrière quelques raisons que ce soit, mais il reste que il y a certaines préséances qu'on devrait continuer à observer, il y a une certaine courtoisie diplomatique qu'on devrait continuer à observer. On ne peut pas, de mon point de vue, quel que soit le contexte, ne pas accepter tout au moins de venir recevoir des gens. Non, je pense que sur cette question-là, il faut quand même... Oui, ça a évolué. Ça a évolué. Et je crois que Police fait là, il est en train de surfer sur tout ce qui a été dit sur la toile et qui est d'ailleurs faux. Oui. Parce que quand vous suivez le Premier ministre nigérien, il dit que la délégation de la CEDEAO était attendue et qu'il y a déjà eu deux dossiers avec deux lettres qui autorisaient la délégation, le ministre des Affaires étrangères togolais,
qui devait venir, lequel est déjà dans la salle où il a tenu la commande de presse, et il attendait la délégation de la CEDEAO, en fait, parmi laquelle il y avait le ministre béninois des Affaires étrangères. Donc, c'est plutôt le Niger qui dit qu'il est surpris de ne pas voir la délégation de la CEDEAO venir comme c'est prévu. Donc, le Niger se désole du fait qu'il y a un micmac, alors qu'il y a eu une rencontre avortée, une deuxième avortée, et qu'hier, il ne puisse plus avoir la délégation de la CEDEAO. Donc, je pense que les Béninois font un peu trop dans le buzz. Non, il y a une radio que je ne nommerai pas ici, mais qui est notre référence en matière d'information, qui a relayé, on va dire carrément en direct ce qui se passait. Oui, mais j'ai lu sur votre page Facebook hier, vous aviez même d'ailleurs fait la capture, on a lu un peu les réactions, mais apparemment... Relayé par une radio internationale qu'on connaît et qui est notre source évidente d'information, qui semblait nous donner du direct ce qui se passait en temps réel, c'est-à-dire on est parti sur la base de ces informations-là, et qui faisait d'ailleurs état, ça reste à vérifier, que des populations s'étaient levées. Tout à fait, j'ai une information aussi. Voilà, c'est cette radio... Une marche pacifique contre certaines délégations. Donc voilà, la source est clairement indiquée. Et si les événements ne se sont pas déroulés ainsi, il y a que des choses restent encore à vérifier. Mais au moment où nous sommes en train de parler, il y a un flou très savamment entretenu autour de la situation. Mais toujours est-il que pour les faits, la délégation n'a pas été reçue. Oui, Delphin, allez-y. Oui, vous voyez, les réseaux sociaux, c'est un canal pour faire évoluer de l'information et plus vite, mais ça fait évoluer des fois des informations vraiment erronées et que parfois nos autorités devraient prendre ça en considération, parce que le retard ou l'absence d'une version officielle laisse place aux fake news et aux mensonges. Parce que, on a un peu comme Collins l'a évoqué, il y a une radio qui a dit et qu'à un moment donné, tout le monde avait cru à ça, et que sur les forums, vous allez constater que ce n'est que ce débat qui avait été fait, où on disait, mais comment le ministre, et ainsi de suite. Or, nous savons tous que aucune délégation officielle ne peut quitter un pays pour aller faire un autre pays s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas du tout d'accord. Mais vous voyez, parce que les choses n'ont pas été dites à temps, que ça a laissé place à ce mensonge. Parce que les autorités nigériennes disent, nous attendons la délégation de la CEDEAO qui n'est pas venue parce que nous attendons 2 délégations. Il y avait le ministre des Affaires étrangères du Togo qui devrait venir, mais avec... et lui, il était dans la salle. Et puis, lui, il était déjà dans la salle. Mais il y avait une autre délégation de la CEDEAO qui devrait venir, où il y avait le ministre béninois. Mais il y a un communiqué de la CEDEAO qui était sorti après. Mais ce communiqué a été sorti certainement un peu en retard pour dire, à cause de problèmes techniques, l'avion n'a même pas décollé d'Abuja. Ça veut dire que l'avion ne s'est même pas déplacé d'Abuja. Donc, la délégation n'a pas décollé d'Abuja. Donc, c'est un peu comme... L'émetteur dit, moi je n'ai pas émis. Le receveur dit, moi je n'ai pas reçu. Mais il y a certains qui disent que le colis est venu et est bloqué quelque part. Et ils n'ont vu le colis où? Donc du coup, ils nous ont emballés dans ça. Et parce que c'est une radio qui nous donnait des informations, on avait estimé que ça ne peut pas ne pas être vrai. Donc du coup, on a tous cru, parce que moi j'avais vu une vidéo hier où il y a un jeune qui disait, on était là, ils étaient là, ils attendaient juste pour marcher, pour faire marche pacifique. Donc à un moment donné, tout le monde avait cru que c'était ça. Mais ce qui n'était pas du tout vrai. Mais c'est parce que la CEDEAO et les autorités nigériennes n'ont pas su donner les informations à temps, n'ont pas su faire, parce que si c'est qu'il y a un problème technique, on ne va pas faire des heures, parce qu'on connaît l'heure du décollage de l'avion. Mais en amont, il y a eu quand même des négociations, il y a eu quand même des échanges. Pourquoi est-ce qu'à la dernière minute, on peut penser qu'il y a eu des problèmes techniques? Je pense non, ça laisse quand même aussi... Non, le problème technique, ça, même si ça peut être une autre raison, vous pouvez avoir votre véhicule que vous allez garer maintenant et démarrer, ça va refuser. Donc, le problème technique, il peut y en avoir. On ne peut pas dire que c'est faux. Mais la seule chose, c'est que... Mais tout de suite, on peut trouver une palliative. C'est ce que je dis, parce qu'on connaît l'heure du décollage, on connaît même l'heure du chauffage de l'avion. Donc, du coup, quand il y a un problème là, on sait déjà qu'il y a un problème. Est-ce qu'il faut chercher un autre alternative en même temps, ou il faut communiquer pour dire, ah non, nous sommes en train d'avoir telle chose. Même si c'est dit, nous allons accuser de retard. Si ça a été dit, c'est sûr que les autres seraient, parce que dans le communiqué,
ou bien dans la conférence de presse du Premier ministre, nigérien. c'est que lui, juste là, il ne connaît pas encore la raison qui justifie l'absence des autres. Ouais. Mais il ne peut pas, parce qu'avant de venir là, ça veut dire que le temps qu'on attendait pour recevoir les autres, ça a déjà dépassé. Donc, du coup, mais ils n'avaient aucune information. Mais comment se fait-il que des institutions, des autorités peuvent se mettre dans une situation du genre, dans une posture aussi bizarre, sinon bizarre, même un appel pour dire nous allons accuser de retard, ça c'est le minimum. Et on a vu effectivement, comme chose. Dit. Donc, une posture qui malheureusement, renforce ce qu'on appelle actuellement des fake news. Je vais demander à la régie si on peut avoir ça au moins en fond, la conférence de presse. Mais en attendant... Oui, c'est vrai que quand vous écoutez un peu le Premier ministre nigérien, ce qu'il dit, c'est qu'il attendait fermement cette délégation de la CEDEAO parce que le Niger aujourd'hui, comme beaucoup de pays de la sous-région, n'a aucun intérêt à ce que la situation reste ainsi. Le port de Cotonou, quoi qu'on dise, on a beau claironner ou jaser sur la situation aujourd'hui au Togo entre le port de Lomé et le Niger. Le port du Bénin est le port naturel du Niger. Et il y a plus de facilité à passer par ici parce que là-bas, le chemin est très long et puis pas semé d'embûches. Donc aujourd'hui, on sent, quand vous écoutez le Premier ministre nigérien, qu'il y a une volonté d'en finir avec la fermeture des frontières, de ramener la paix entre le Niger et la sous-région, de faire en sorte que le peuple nigérien, qui n'a pas demandé à ce qu'il y ait ce soulèvement, que le peuple nigérien puisse retrouver la paix également et pouvoir circuler librement parce qu'il y a autant il y a les Nigériens au Bénin, autant il y a les Nigériens au Nigeria et tout. Donc je pense que cette situation ou ces commentaires qui consistent à penser que lui, le Niger se fout royalement de quelques États de la sous-région, je pense que le Premier ministre nigérien nous a montré que non, qu'il est prêt à cette... le seul communiqué finalement est venu d'où? Le communiqué de la CEDEAO. Non, le communiqué faisait état de ce qu'il y a eu quelques soucis techniques à la Non, c'est la CEDEAO. Si tel est le cas, alors... C'est un communiqué de la CEDEAO. Et ce que je dis, regardez, même si au Bénin, les autorités veulent rencontrer un groupe, on prend d'abord la peine de prendre le téléphone et de prendre l'avis, même d'abord, avant de faire le courrier officiel d'invitation. Parce que vous ne pouvez pas inviter officiellement quelqu'un sans connaître son programme. Donc, on prend d'abord la peine de connaître le programme de l'intéressé avant de l'inviter officiellement. C'est vrai que même le Premier ministre nigérien disait qu'il devrait avoir une rencontre le 10, ça a été avorté, au 12, ça a été avorté, et que finalement au 25, donc il s'étonne de ce que pour 25, qu'il est en train de constater qu'ils ne sont pas là. Que ça veut dire quoi? Que le simple fait de prendre, parce que c'est un téléphone, ce n'est pas des heures, c'est un coup de fil juste pour dire nous allons cette situation est réglée. Nous avons des choses également rapidement quand on dit problème technique. On ne sait pas exactement ce que la CEDEAO met dans problème technique. Voilà, justement, j'allais vraiment souligner que ce cafouillage au niveau de la communication m'oblige, moi, à ne pas prendre pour agent comptant la version que la CEDEAO et le Niger même nous servent aujourd'hui. Oui, parce qu'il se peut que la situation à l'aéroport a atteint un niveau tel qu'il était devenu impossible pour quelques parties que ce soit de la revendiquer. Non seulement de la cadrer, mais de la revendiquer. Ce qui peut expliquer ce cafouillage dans la communication qui fait qu'on ne comprend pas vraiment exactement ce qui s'est passé. Donc, pour la conclusion, je pense, comme Herman l'a dit, que chacun a compris à travers ce qui s'est passé ou qui ne s'est pas passé à l'aéroport, qu'il est dans l'intérêt d'aucune partie que les choses dégénèrent. C'est pourquoi il y a une course aujourd'hui à une communication maladroite, excusez-moi le terme, pour essayer de rattraper la situation. Un peu comme la Russie qui dit que l'avion a été... Merci. Une parenthèse rapidement à la suite de ce que Colin vient de dire. Sinon, quelle est la situation actuelle? Vous avez une minute, juste une parenthèse. Oui. C'est-à-dire quoi? Est-ce que les autorités nigériennes et la CEDEAO vont s'accorder pour nous mentir et que ce serait la radio qui serait en train de dire la vérité? Non. Parce que, non, laissez-moi chiffrer. Parce qu'un avion, ce n'est pas une feuille qui s'envole sans que personne ne le sache. Et qu'un avion, si un avion décolle d'un aéroport, on ne va pas dire après que l'avion n'a pas décollé. Mais c'est vrai que c'est toutes des dispositions qui ont été prises. Qui ont été prises. Et un avion qui décolle d'un aéroport et qui descend à un aéroport, les autres ne vont pas dire nous ne les avons pas reçus parce que c'est ça. C'est pour ça que moi je dis l'émetteur dit je n'ai pas émis, le receveur dit je n'ai pas reçu. Mais vous trouvez quand même qu'il y a que le colis est quelque part. Le colis oui. Delphin, d'où la question, où est le colis, où est notre ministre, par exemple? Le ministre est rentré. Merci. Le colis est donc pertinent qu'un seul paramètre peut empêcher l'émetteur d'émettre
et le récepteur de recevoir. Et ce paramètre-là, nous sommes loin de le savoir. Merci, vous ne le savez pas, donc ça n'existe pas. Merci à chacun de vous, merci. Nous allons continuer donc cette émission. À présent, nous allons prendre la direction de Cotonou. Là, nous sommes au Bénin. Nous allons parler donc de la rencontre entre le président Patrice Talon et les démocrates. Je vais me faire ce plaisir de vous adresser la parole premièrement à Eman Pafiane Mbosso. Oui, rencontre entre Patrice Talon et les députés, les démocrates. C'est vrai que ça s'est étendu aux autres blocs qui composent l'Assemblée nationale en ce moment, l'UP Le Renouveau et le bloc républicain. Voilà. Mais la rencontre a été voulue par Patrice Talon dans un contexte très précis. La Cour constitutionnelle saisit une requête, a rendu une décision après avoir déclaré la requête irrecevable parce que justement touchant à une question qui ne relève pas de la feuille de route qu'un citoyen puisse saisir la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle a dit « je me prononce d'office sur la décision ». Et donc j'invite les députés à modifier le code électoral pour rétablir une certaine inégalité de parrainage et tout chez les maires. Et dit effectivement de rendre encore une disposition du code électoral conforme à la Constitution en une autre disposition. Pour ainsi dire, la Cour n'a jamais dit de toucher la Constitution, toucher le code électoral, modifier le code électoral, c'est ce que la Cour. Donc, si Patrice Talon a jugé de rencontrer les députés tant de l'opposition que de la mouvance, c'est certainement pour obtenir un certain consensus autour de la démarche. Est-ce qu'il a convaincu les députés de l'opposition? Parce que c'est eux qui ont besoin d'être convaincus pour ne pas dire qu'on veut modifier la Constitution pour des raisons inavouées. Est-ce qu'il les a convaincus? On est encore le week-end, peut-être que d'ici lundi, mardi, on en saura un peu plus. Voilà. Collins? Oui, même sentiment, même constat d'incertitude, de non-clarification de la situation. Au moment où on parle, il est assez difficile de savoir ce qu'il en est exactement du débat sur, par exemple, pour prendre un aspect sur la révision ou la non-révision de la Constitution. Parce que l'opinion continue d'être agitée par deux lectures possibles. L'opinion continue de penser que la relecture du code électoral va à un moment contraindre le législateur à aller voir un peu plus haut la Constitution. Ça, c'est ce qu'on continue de penser. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est indispensable d'en arriver jusque-là? On n'a pas encore définitivement les cartes en main pour apprécier cette situation. Et d'ailleurs, la première réponse du parti les démocrates sur la question est assez édifiante. Ils disent au chef de l'État, nous, en venant ici, on n'avait pas l'ordre du jour, on ne savait pas de quoi il serait exactement question. Maintenant que vous nous avez informés, laissez-nous rentrer et apprécier, analyser la question avant de vous répondre. Je pense que c'est un peu dans cette expectative qu'aujourd'hui tout le monde est. On essaye chacun de voir quelle est la meilleure façon de toucher au code électoral sans réviser la Constitution. Mais des sachants dans leur coin disent, est-ce qu'il est possible de toucher à ce code sans réviser. Sans justement réviser la Constitution. Delphin, est-ce que ça trame aussi comme ça dans votre tête? Oui. Est-ce qu'il y a possibilité de toucher le code sans pouvoir quand même toucher à la Constitution? Si, c'est bien possible de toucher le code sans jamais toucher à la Constitution. Et vous pensez que c'est ce qui va se faire? Non, je ne dirais pas que c'est ce qui va se faire. Si les gens veulent que cela soit ça, c'est ça, ils vont faire. Parce que c'est une question de choix. De volonté également. Oui, de volonté. Parce que quoi? Et d'accord. Parce que quoi? Vous savez. Constate qu'il se rassoit bien pour pouvoir. Oui. Vous savez, tout à l'heure, vous avez vu, Emmanuel a parlé, quand il a parlé des démocrates. Collins a parlé des démocrates. Dans la date d'aujourd'hui, c'est le seul parti politique qui, à la fin de la rencontre, a pu faire une conférence pour dire on nous a dit telle et telle chose et nous avons dit telle chose. Non, après, il y a eu les républicains aussi qui ont fait un point de presse. Qui a été relayé par la presse hier seulement, oui. Moi, je n'ai pas... vous n'êtes pas informé. Par le président du bloc républicain, Hassan Stroman. Vous n'êtes pas informé. Je n'ai pas eu vent de ça, mais bon, ok, si les républicains l'ont fait, donc c'est seulement l'UP qui n'a pas encore fait, mais c'est le plus grand parti politique à la date. L'UP s'apprête d'ailleurs même à... s'apprête. Non, pas du tout, pas s'apprête. L'UP l'a déjà fait aussi. L'UP l'a fait. Au moment où nous sommes en train de faire en ce moment, l'UP l'a déjà donné. Ok, voilà. D'accord. Donc, le lundi, c'est aujourd'hui que tout le monde a fini peut-être par... De toutes les façons... Mais le vrai problème, c'est ceci. Parce que quand un problème se pose, il faut que le problème soit clair. Qu'on cherche d'abord les solutions possibles et les solutions sûres. C'est quoi le problème que nous avons à la date d'aujourd'hui? Quelles sont les solutions possibles avant qu'on ne parle de la solution sûre? Parce qu'on n'a pas dit le problème, on n'a pas dit les solutions possibles, on parle d'une solution sûre. Non, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça parce que c'est ce qu'il avait fait. Parce que le débat devrait être un débat ouvert, un débat à la portée de tout le monde et puis exposé à tout le monde pour qu'on puisse apporter, pour que chacun puisse apporter sa contribution. Parce que vous savez, si c'était que les choses ont été
je ne dis pas que ça n'a pas été bien fait. Non, si les choses ont été faites d'une façon beaucoup plus, je vais dire, ouverte, au lieu que cela soit 45 jours de rallonge en 2019, ça devrait être juste 115 jours de rallonge, histoire de décaler le dépôt de candidature pour les élections présidentielles, pour dire que ce sont les députés de 2026 qui sont habilités à parrainer. Mais on n'avait pas eu le temps de faire ce calcul, de prendre en compte tous les paramètres, histoire de pouvoir décider, donc ce qui fait qu'on se trouve en difficulté aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'on se trouve en difficulté qu'il faut chercher la solution. Je ne dis pas que c'est la solution la plus difficile, mais c'est une des solutions. Mais quelles sont les autres solutions que nous avons? Parce qu'il faut qu'on mette tout sur la table pour voir quelles sont les solutions, parce que cela soit les élus actuels ou les élus de 2026, c'est une question du choix. C'est pour ça que je dis c'est une question du choix. Oui, mais est-ce que dans le cas d'espèce, M. Delphin Ngangara, est-ce que vous pensez qu'on peut toucher à ce code électoral sans quand même toucher à la Constitution? Je pense que ça fait partie, je ne suis personne, mais ça fait partie de mes combats depuis déjà 2022, que j'écrivais sur ça. On n'a pas besoin, à la date d'aujourd'hui, si on veut que cela soit les élus, parce que le problème qui se pose, ce n'est pas... Non, il ne faut pas qu'on se lève seulement pour dire ce sont les élus de 2026. Non, pourquoi les élus... Quand on dit les élus de 2026 sont légitimes, avant de parler de légitimité, qu'est-ce qui leur donne cette légitimité? Les gens ne sont même pas encore là. Comment on peut parler de la légitimité? À la date d'aujourd'hui, les députés qui sont là finissent leur mandat le 7 février 2026. Les maires qui sont là, certains finissent leur mandat le 31 janvier 2026 et d'autres jusqu'au 14 février 2026. Mais le dépôt des dossiers, le dernier jour des dépôts de dossiers, c'est le 5 février 2026. Ça veut dire quoi? Qu'entre le 1er et le 5, c'est que si on a déjà commencé par faire l'installation des nouveaux élus, c'est-à-dire les élus après les élections générales, c'est à ce moment qu'il y aura des élus communaux, qu'il y aura peut-être des anciens et des nouveaux qui seront en place. Mais là, c'est un intervalle, on a dit du 1er au 14 qu'on devrait les installer. Donc, il suffit juste de dire que parce qu'on sait que les députés sont là jusqu'après le dépôt des dossiers. Donc, eux, il n'y a aucun souci. Mais c'est seulement si on a déjà installé les élus, les nouveaux élus, certains nouveaux élus, c'est en ce moment qu'on aura des difficultés. Ouais. Alors, c'est deux choses. C'est de dire, c'est seulement les élus qui sont en place jusqu'au 31 janvier 2026 qui sont habilités à parrainer, ce qui clôt toute histoire. Et donc, du coup, c'est votre proposition. Oui, et c'est pas fini. Et donc, du coup, il n'y aura plus de difficultés. Mais si on sort de là pour dire que c'est les élus de 2026, c'est deux choses. Ça veut dire qu'il y aura encore une nouvelle rallonge de mandat. Pour les élus municipaux, c'est ça? Pas du tout. Pour tous les élus? Non, on peut faire les élections générales en 2026 sans aucun souci, mais c'est seulement les élections présidentielles, parce que c'est au niveau du dépôt de dossier des élections présidentielles qui a problème. Donc, c'est seulement rallonge pratiquement pour le chef de l'État. Est-ce qu'on va encore assister à une nouvelle rallonge du mandat du président de la République? Est-ce que c'est à ça que nous allons aboutir ou à autre chose? Ou bien on va dire qu'on va organiser les élections présidentielles avant les élections générales? Mais si c'est ça, ça veut dire que ce sont les élus actuels qui vont le faire. Mais pourquoi ne pas dire seulement que ce sont les élus actuels qui sont habilités à parrainer pour clore le jeu? Mais là encore, permettez-moi de faire une dernière parenthèse. Oui. Et de nous laisser en pointillé, nous aussi. Très rapidement. Oui, allez-y. Parce que, oui, il ne faut pas qu'on s'accroche à dire non, on ne va pas réviser la Constitution. La Constitution est appelée à être révisée si c'est nécessaire. Mais pour que cela soit, il faut que cela soit connu de tous. Alors les démocrates, comme on aime les citer, et ils sont les seuls à être beaucoup plus cités maintenant, le gros se trouve sur la tête, parce que si ça doit être ou pas, c'est grâce aux démocrates. Merci. Eman, vous le placez? Oui, je pense que ce que je vais placer comme mot, c'est juste qu'il ne faut pas que les velléités actuelles de modifier la Constitution ou de ne pas modifier la Constitution nous éloignent un peu de ce qui pourrait se passer en 2006. Parce qu'en 2006, si les choses ne sont pas bien aiguillonnées à ce niveau, on pourrait d'abord assister à l'élection des députés et des maires avant l'élection présidentielle, si effectivement, comme il le dit, il y a rallonge du mandat présidentiel. Ou alors on assiste à l'élection d'abord présidentielle, et quitte à ce qu'après le président élu travaille à ce qu'il ait une majorité confortable au Parlement et que les maires également qu'il ait beaucoup d'élus communaux et municipaux à sa cause. Dans l'un ou l'autre des cas, la situation n'est pas la même, mais ça n'arrange pas les mêmes personnes. Donc je pense c'est d'ailleurs à ce niveau que se fait le débat aujourd'hui.
C'est de savoir quel intérêt nous avons en tant qu'acteurs politiques aujourd'hui à permettre à ce que ce soit l'élection présidentielle de 2006 avant les autres élections. Est-ce que nous avons également avantage? Donc, il faut vraiment faire le débat. Tout ce que moi je dis, la Cour constitutionnelle n'a jamais demandé de modifier la Constitution. Modifier le code électoral pour, d'une part, d'autre part, simplement, je pense qu'il faut s'en tenir à ça. Maintenant, s'il y a des raisons évidentes et indispensables pour modifier la Constitution, qu'on les étale et que le débat soit fait. Comme ça évite d'éviter les suspicions, les supputations, les polémiques et tout de la Constitution. Merci à chacun de vous. Nous allons tout de suite faire un tour à la régie. C'est Info Show et c'est tout de suite pour la chronique. Téléspectatrices et téléspectateurs, la janviose, est-ce que vous en parlez? Voyez-vous que quelle maladie la janviose est une épidémie épisodique, ou plus clairement, une épidémie périodique à périodicité annuelle. Autrement dit, c'est une maladie qui sévit une fois par an au cours d'une période très précise de l'année. Dans le cas de la janviose, et comme son nom l'indique, c'est une maladie qui fait des ravages au mois de janvier de chaque année. À ce jour, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, n'a pas encore rendu publique une étude sur cette maladie. Néanmoins, nous savons tous et avec précision que la janviose est une vicieuse maladie due essentiellement à nos comportements au cours du mois de décembre, ou plus précisément aux essais dont nous nous rendons coupables pendant la période des fêtes de fin d'année. En somme, un sujet atteint de janviose est généralement une personne qui a passé les dernières semaines du mois de décembre à vivre au-dessus de ses moyens. Pendant les fêtes de fin d'année, le sujet a dépensé sans compter. Il s'est souvent pris pour le Père Noël. Il a été habité par le souci de plaire à tous. Il a su faire la fête en chantant et en dansant. Mieux, il a su vivre comme si demain n'existait pas. Puis, la période de fête est passée et bonjour le lendemain qui déchire. On reconnaît ainsi facilement un sujet atteint de janviose à sa tête qui ressemble à une défaite après le fixe. Il y a aussi et surtout les autres symptômes de la janviose. Le sujet est anxieux. Il est frustré. Il est très susceptible. Il souffre de migraine. Tout le nerf. Pour rien, il se fâche contre le reste de la terre. En un mot, il est en galère. On a constaté une forme aiguë de janviose qui se manifeste pendant la seconde quinzaine du mois de janvier. Le sujet fait pitié. Il perd toute fierté. Il est au bord de la mendicité. Voici sa phrase préférée. S'il te plaît, passe-moi 10 000. Je te rembourse le dos dans quelques jours. Promis, je vais cracher. Il y a aussi cette forme de janviose encore plus pernicieuse, celle qui touche toute une famille. Le riz, avec oignon et tomates, devient le plat préféré de la maison. On mange le riz le lundi, le mardi, c'est encore le riz. Le jeudi, c'est toujours le riz. Les autres jours de la semaine, c'est la pâte de maïs avec du jus de piment. Le week-end, on jeûne comme on peut. On se débrouille avec un peu de gari et beaucoup de bravoure. Pendant le temps de janviose, on devient grand philosophe. On parle seul parce qu'on a peu d'amis. Oui, cher ami, la janviose est une maladie difficile à vivre. La bonne nouvelle, c'est qu'on en guérit très facilement et presque automatiquement. Notamment dès que l'on reçoit son premier salaire de l'année. Autrement dit, si après le 5 février, vous avez encore les mêmes symptômes, votre cas est préoccupant. Car ce n'est plus la janviose, c'est le chômage. Ah, le chômage, voilà une maladie qu'il ne faut souhaiter à personne, même pas à son pire ennemi. Parce que le chômage, c'est la galère, et la galère, c'est l'enfer. Alors, si vous souffrez actuellement de janviose, dites-vous que ce n'est que la janviose et que ça va bientôt passer. À cela,
à pouvoir. Voilà. Si vous m'avez compris, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin du mois de janvier et une heureuse année 2024. Retour donc sur ce plateau, la janviose. Je vais commencer par vous, collègue Siane. Vous l'aviez très bien suivi. Elle s'est vue chez vous aussi ou bien... En fait, j'ai particulièrement porté cette tenue aujourd'hui parce que je ne la porte que quand je souffre de janviose, quoi. Autrement, les boutons, je n'arrive pas à les fermer. Donc, quand j'arrive à fermer les boutons de cette tenue, ça traduit aisément la janviose chez vous qui est en train de sévir. C'est la janviose et non le chômage. Pour l'instant, ce n'est que la janviose. Merci, Delphin. Donc, il porte l'habit là une seule fois par an, c'est seulement en janvier. Que je peux un mois sur les 12 mois, c'est seulement en janvier. Oui, non, l'affaire de janviose, oui, comme il a dit, OMS n'a pas encore trouvé. Non, c'est une situation qui arrive dans presque toutes les familles. Est-ce que je vais dire modeste? Oui, parce que ceux qui en ont suffisamment ne souffreront pas de la janviose. C'est ceux qui n'en ont pas qui en souffrent. Et puis, même parmi et vous êtes arrivé, vous autres aussi, d'en souffrir une fois? Oui, quand vous exagérez un tout petit peu pour les fêtes, c'est que ça va, il n'y a rien à faire, ça va peser sur vous parce que c'est le même salaire ou le même revenu qui va servir à faire les fêtes et à continuer à faire. Parce que, oui, les fêtes de janvier n'oublie pas les charges quotidiennes. Non, c'est obligatoire. Vous allez payer le loyer. Il y a la deuxième tranche qui est là qui vous attend. Vous allez payer il y a les charges qui sont là et il faut répondre à tout ça. En janvier, il faut faire cadeau, il faut faire ci, il faut faire plaisir, il faut faire ci. Donc, du coup, oui, janvier, d'une manière ou d'une autre, ça agit tout un peu sur tout le monde. Oui, je comprends un peu la janviose chez Colis. Parce que s'il n'avait pas mis tous ces boutons, vous allez voir la févriose sous la tenue. C'est une boisson qu'il adore particulièrement. Oui, si vous voulez, il a qu'à lever le bouton. Il ne va pas le faire. Vous allez voir il va pas le faire. En tout cas, puisqu'on parle des man, il n'y a pas de cas de janviose. Et donc, non, c'est sérieux. Hein. En fait, c'est-à-dire que quand on dit que c'est virus de suscité moyen, non. Il faut avoir les moyens pour essayer de vivre dessus. Je pense que non, c'est une situation générale. Et, donc ça sévit aussi chez vous? C'est chez tout le monde. La janviose, c'est une maladie grave, pernicieuse, une maladie qui vous empêche de regarder loin, une maladie qui vous oblige même à quitter la maison très tôt pour éviter le bouchon. Là, pour apostropher, là. Parce que au moins de bouchon, vous regardez votre compteur. Non mais attends, l'aiguille descend justement, vous faites déjà de soucis. Voilà. Merci à chacun de vous. Nous allons tout de suite aller à la régie très rapidement et revenir. Oh, écoute. Il est l'heure de distribuer les cartons. Nous avons encore quelques minutes. Je vais commencer par vous, Delphin. Voilà, vous avez distribué les cartons. Nous avons encore quelques minutes. Déjà pour les cartons? Ok. Je donne carton rouge à tous ces distributeurs automatiques de fake news, c'est-à-dire des fake news, oui. Des informations erronées, des informations non vérifiées. C'est sûr que même les structures qui avaient l'habitude de donner même des bonnes informations peuvent être induites en erreur, parce que si votre source est allée chercher l'information à une source erronée, c'est que vous comptez sur votre source, donc vous allez prendre cette information erronée comme une information, une bonne information. Donc carton rouge au multiplicateur, au distributeur de fake news. Carton jaune, je sais à qui je vais donner carton jaune, mais bon, je donne ça aux Sénégalais pour dire oui, une élection c'est un individu avec son peuple, mais c'est aussi des jeux de couloir. Faites les jeux de couloir de sorte à ce que ça se passe seulement dans les couloirs, que ça n'entre pas dans les rues. Donc on ne veut pas d'histoire. Carton blanc à la janviose.
carton blanc à la jambiose parce que... Vous encouragez la jambiose, c'est ça? Ah oui. Ou bien à ceux qui résistent à la jambiose? Non, à la jambiose. Parce que quand ça arrive comme ça va amener certaines personnes à se dire nous n'allons pas faire des dépenses. Non, malheureusement, c'est une maladie à laquelle on échappe. Vous avez dit, quand on a les moyens... le paludisme, on sait bien qu'il faut dormir sur mer. Chaque fois, la je veux bien comprendre la logique. Je veux bien comprendre la logique de Delphin. Delphin qui donne beaucoup de courage à... Non, la logique des deux, c'est qu'il n'y a pas lieu de fêter janvier. Il faut pas, pour eux, janvier, c'est année civile et puis il faut s'arrêter là. Merci. Il y a des gens qui comprennent ce que nous n'avons pas encore dit. C'est ça. Donc, vous l'avez dit au cours de l'émission ici. Donc, Colis a dit que pour lui, la nouvelle là, c'est rien. Et vous l'avez d'ailleurs soutenu. Donc, fêtons avec modération. Fêtons si on a vraiment les moyens. Ah oui, si on a les moyens. Pour éviter les situations de colère. Merci. Pour éviter la jambiose. Carton rouge au Niger et à la CEDEAO. Parce que, comme l'a dit Delphin, si effectivement il n'y a pas eu de grabuge, s'il n'y a rien, ces médias ne seraient pas là en train de surfer un peu sur des informations qui, à la fin, se révèlent fausses ou vraies. D'accord, donc que le Niger et la CEDEAO finissent par s'entendre pour qu'on finisse avec cet épisode qui met une tache noire dans les relations au niveau de la sous-région. Voilà. Carton jaune, je donne ça à l'opposition sénégalaise. Pour leur dire, Sonko et Wade ne sont pas là, ne participeront pas à l'élection présidentielle, mais ils ont leur destin en main. L'opposition sénégalaise a son destin en main, si elle veut vraiment renverser cette vapeur-là. Il faut qu'on en finisse un peu avec les divisions infondées. Voilà. Carton blanc. Voilà. Carton blanc à Idriss Déby Itno. Qui nous montre que oui, on peut à un moment donné essayer de devenir majeur. En montrant vraiment qu'on est majeur, voilà. Qu'on n'est pas un mangeur émancipé. C'est-à-dire on n'est pas un mangeur sous tutelle. Sous tutelle. Quand on est majeur, c'est qu'on est majeur. On est majeur. Voilà. Merci. Alors, Collins, je vais commencer par mon carton rouge. Je n'aurai peut-être pas beaucoup d'autres occasions de m'adresser à Macky Sall, donc je voudrais lui adresser mon carton rouge parce que je le rends directement responsable de la situation qui prévaut actuellement au Sénégal et de ce qui pourrait découler des élections qui, de mon point de vue, sont des élections exclusives. Pour moi, un président de la République doit être préoccupé par non seulement le bilan qu'il laisse, mais aussi par la façon de laisser le pouvoir. Et je pense que ce qu'on attend de Macky Sall, c'est qu'il laisse un Sénégal dans la paix. Donc, carton rouge. Carton jaune, est-ce que je vais dire pour revenir à la janvieuse, vous savez, le pauvre décembre est le seul moment de l'année où il a besoin aussi de se sentir vivre, donc il est obligé de vivre au-dessus de ses moyens. Donc, carton jaune un peu au gouvernement qui n'anticipe pas, qui ne prévoit pas un 13e mois parce qu'il y a des dépenses qui arrivent et autres. Je veux même élargir à nos patrons qui devraient comprendre quand on vient demander avance. Là, ça vous oblige de fermer tous les boutons. L'avance sur salaire, quand les patrons nous voient venir demander avance sur salaire, ils devraient comprendre que voilà, la situation est ce qu'elle est. Et voilà, carton jaune, c'est presque un carton carton blanc, presque un carton de solidarité au ministre des Affaires étrangères du Bénin qui, dans l'exercice de ses missions, a vécu des choses qu'on ne connaît pas encore avec exactement de précision, mais on sait au moins qu'il a dû vivre des situations qui ne sont pas toujours faciles à vivre du fait, on va dire comme ça, généralement de l'inconséquence de nous tous, parce que pour moi, ce qui s'est passé au Niger est le fruit d'une absence de communication qui a laissé cours à de l'intoxication qui a dû faire beaucoup de tort à tout le monde. Donc, affaire de solidarité, carton blanc au ministre des Affaires étrangères du Bénin. Merci à chacun de vous. Merci à vous, Delphin Ngagana. Merci également à vous, Eman Passé Aliambossou. Merci à vous, Collège Sial. Nous sommes pratiquement à la fin, sinon nous sommes à la fin de cette émission. Et à la fin du mois de janvier aussi, heureusement. À la fin du mois de janvier. Presque. Et nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Oui, tous ceux qui sont nés aujourd'hui, le 26 janvier. À vos femmes. À votre femme, oui, ça je reconnais. À la femme de Delphin également, joyeux anniversaire. Ouais. Joyeux anniversaire également à Lié Semavor, Semavor et à qui d'autre. Demain ce sera l'anniversaire de Jean-Paul Apakla. Donc j'espère que tout à l'heure, Colis, je pense que l'invitation est déjà là. Colis va prendre en compte. Non, c'est le DTV. Il y a des choses que je ne refuse pas. Merci à chacun de vous. C'est la fin donc de cette émission. Merci à la régie qui nous a accompagnés. À la semaine prochaine, plaise au ciel.